Comment est-ce qu'on devient courageux? Qu'est-ce qui est différent de toi que les autres ont pas? La vie est dure. Tu sais, en affaires, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des tempêtes parfaites. Peut-être que je vais comprendre demain, voilà à quoi ça sert. Alors, Marcel Aubin, merci beaucoup d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. Je sens que ça va être une discussion très intéressante ce matin. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Que fais-tu? Qui suis, Marcel Aubin, un homme de 64 ans, pas d'enfant, veuf, mais dans une nouvelle relation. Et je suis un entrepreneur. Je suis un homme en affaires. Je sais pas, aussi loin que je peux me souvenir, c'est comme le monde des affaires, ce monde-là m'a interpellé professionnellement, mais je suis aussi une âme qui est sur Terre pour évoluer. Je sais pas si ça résume bien pour toi. Ben oui, absolument. Puis j'imagine que grâce aux entreprises, ça t'a permis de beaucoup évoluer aussi, parce que pour moi, c'est un terrain de jeu exceptionnel, l'entrepreneuriat, pour cheminer, évoluer. Fait que comment est-ce que ça a commencé ton histoire avec l'entrepreneuriat? Dans ta bio, dans mes recherches, j'ai vu par hasard à 13 ans, tu as lu un livre. Est-ce que ça a un lien avec le début de l'entrepreneuriat? Non, ça a plus un lien avec le début de mon développement personnel, de mon évolution personnelle. Mais les affaires, pour moi, quand on est jeune, il y en a qui jouent à l'école, qui jouent au docteur et à l'infirmière. J'ai joué à ça aussi, mais moi, je jouais au magasin. J'avais une petite caisse avec des grosses pièces de monnaie. Moi, j'aimais ça jouer au magasin. Puis encore aujourd'hui, à 64 ans, quand je me lève le matin, si j'ai pas l'impression d'aller jouer au magasin, c'est comme, OK, on réaligne ça, Marcel. Y a-tu des journées que je travaille, ça me tente pas? Oui. Mais moi, ça, c'est ce qui me drive en affaires, c'est aller jouer au magasin. La vie, pour moi, c'est faite pour être jouée. Ouais, très cool. Puis là, tu es propriétaire de 2 entreprises, Tatoum et le Showroom. Le Showroom, effectivement. Fait que comment ça a commencé, ton expérience là-dedans? Tatoum, une agence de communication qui n'était pas ça au départ, il y a 29 ans. Dans une autre vie, j'ai fait faillite, j'ai tout perdu, ma propriété, tout. Ma femme a fait faillite avec moi aussi. On s'est ramassé chez les beaux-parents avec nos boîtes chez la belle-sœur, puis nous accoucher dans la chambre de ma défunte épouse, dans le sous-sol, sa chambre d'adolescente. Mais l'entrepreneur en moi, c'était comme, OK, je veux retourner en affaires. Fait que j'ai travaillé avec des chums qui étaient dans les arts graphiques, dans la production d'arts graphiques. Puis aussitôt que j'ai été libéré de ma faillite, c'est go, on rachète une maison, puis on repart en affaires. Ouais. C'est drôle, les arts graphiques, cette créativité-là, je l'ai pas mal toujours eu en dedans de moi, malgré que je suis zéro pour dessiner. Mon petit bonhomme allumette, j'arrive à le faire croche, là, tu sais. Mais j'ai des idées. Et j'écoutais, à ce moment-là, dans un creux, j'écoutais Oprah Winfrey. Oui. Puis je me rappelle plus exactement ce qu'elle a dit, mais ça m'a frappé, puis ça a fait « OK ». Ça a fait le ventre dans moi, tout le gars créatif, puis je suis allé vers ça. Ouais. Le showroom, c'est arrivé quand on s'est installé à Saint-Mathieu-de-Belleuil. On a l'étage au complet, quartier Lumicité. Et c'est comme l'idée, c'était de la convergence. C'est-à-dire, OK, on va avoir des gens d'affaires qui vont venir dans le showroom, puis qui vont passer devant la vitrine de Tatoum. On dit, c'est quoi à côté? Si vous aimez le service au showroom, c'est le même propriétaire de l'autre base, c'est aussi trippant à faire affaire là. Puis, c'est ça, c'est les deux. Il y a une belle convergence entre les deux. Et service exceptionnel d'ailleurs. J'ai utilisé les 2 entreprises et c'est assez hallucinant le travail d'équipe qui se fait là. J'ai pas vu toute l'équipe, mais ça se sent, quand je parle avec la réceptionniste, je sais qui est derrière, même si je t'avais pas connu, je sais qui est derrière parce que le service qu'ils offrent souvent, on voit un peu c'est quoi le leadership derrière l'entreprise. Fait que franchement, bravo pour ça. Merci, c'est le fun d'entendre. Je vais partager ça aux gens. Ouais, absolument. Puis tu parles de créativité puis de bonhomme allumette, puis moi aussi, pendant longtemps, je pensais que la créativité, c'était d'être bon en dessin, bon en art, de toutes sortes. C'est quoi pour toi la créativité? Je te dirais, c'est aller puiser au fond de moi, cette partie-là de moi que je connais pas, que je découvre, mais comme exprimer ça.
Puis ma meilleure façon de le décrire, pour moi, la créativité, c'est think outside the box. C'est comme, il y a un défi, il y a quelque chose qui est à faire. Ben, c'est pas nécessairement dans ce qui est connu, c'est dans l'inconnu. Fait que la créativité, c'est arriver avec du nouveau, de moi, retravailler les choses, réassembler les choses. C'est vraiment, mais aller puiser au fond de moi et accepter d'aller en dehors dans des sentiers différents. Puis tu sais, la créativité, comme tu le dis, ça peut très bien des gens qui dessinent, qui peignent, qui chantent. Mais la créativité, le plombier fait, tu sais, il est créatif quand t'es... Puis le scientifique ou les gens en intelligence artificielle, tu sais, il y en a tellement de créativité, elle peut s'exprimer de tellement de façons, mais je pense que c'est l'expression de qui je suis, qui nous sommes au plus profond c'est ça, la créativité pour moi. Oui, tellement. Puis est-ce que tu crois que tous les entrepreneurs ont besoin de cette créativité-là pour réussir? Pour réussir, moi, je pense que donner naissance à une entreprise, c'est un acte de créativité. Oui. Mais il y en a d'autres qui le font. Ouais, mais tel quel, là. Gilles Moreau qui fait telle chose, ben c'est unique. Il a créé quelque chose d'unique avec ses valeurs, avec son expérience, avec son parcours, avec son idée, avec les gens qui l'entourent. Est-ce que tous les entreprises ont besoin de créativité? Je suis convaincu que oui. Est-ce que tous les entrepreneurs, les femmes en affaires, les hommes en affaires sont créatifs? C'est certain pour moi. Pour moi, c'est interrelié, l'entrepreneuriat puis la créativité, ça va ensemble. Oui, ben je pense pareil. J'étais curieuse de savoir ton point, mais tu sais, pour moi, un entrepreneur, c'est comme un artiste. Oui. Tu sais, il faut réinventer, puis je veux dire, copier ce qui a déjà été fait. Ben, il y a façon d'avancer puis de réussir quand même, mais il reste que le vouloir aller jouer au magasin tous les jours vient avec la créativité. Sinon, on fait juste quelque chose qui existe déjà. Puis pour moi, de mon expérience de coach, quand je suis avec quelqu'un qui répète tout le temps la même chose, ils finissent par s'épuiser, pas parce qu'ils travaillent trop, juste parce qu'ils viennent pas chercher leur plus grande force, c'est-à-dire la créativité, l'intuition, le « Oh my God, moi, je pense que ce chemin-là peut être fait, mais il a jamais été fait. Fait que est-ce que j'ai l'audace d'y aller? » Mais ça prend la créativité pour avoir les idées et ça prend du temps aussi pour se donner l'espace pour trouver les idées aussi. Tout à fait. Mais c'est ça, être connecté, moi, je pense que c'est ça, il faut être connecté avec qui je suis dans mon fort intérieur. Exact. Puis comment on fait pour trouver qui on est vraiment dans notre fort intérieur? Je suis pas sûr que j'ai trouvé la recette encore. J'essaye plein de choses. À l'âge de 13 ans, il me semble que c'est là un point de départ. À l'âge de 13 ans, ma mère avait laissé un livre traîner, Dr. Joseph Murphy. Je pense que c'était Le pouvoir de votre subconscient ou La puissance de votre subconscient. Puis un samedi soir, j'étais tout seul à la maison à 13 ans. J'ai pris le livre par curiosité et j'ai ouvert, je me rappelle, le dernier paragraphe en bas à gauche. Ça disait « Dieu et moi sommes majoritaires, car qui oserait se mettre contre Dieu? » Là, j'ai fermé le livre, j'ai dit « Oh boy, il vient de se passer de quoi ici dans ma vie? » Puis là, j'ai perdu le filon de où je m'en allais. Fait que, répète-moi la question, je vais repogner ma traque. Je me rappelle pas des questions quand je les pose, mais il me semble que la question était la quête de trouver qui on est dans notre fort intérieur. Comment je fais ça? Effectivement. Fait que pour moi, c'est vraiment un travail quotidien. Et depuis 8, 9, 10 mois, j'ai repris mes pratiques quotidiennes de cohérence cardiaque, de temps d'arrêt pleine conscience, de prière, moi, j'appelle ça le matin aller à la maison de Dieu, mais c'est pas l'église, là, c'est un shack qui est devenu un maudit beau shack. Là. Ouais. Fait que c'est ces pratiques-là où je prends le temps de m'arrêter, mes lectures, les ateliers. J'ai fait je sais pas combien d'ateliers, de workshops dans ma vie. J'ai une thérapeute depuis 35 ans, puis quand j'appelle Anne-France, je dis bon, là, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider à prendre du recul. Anne-France, a 76 ans, elle m'a annoncé qu'à 80, elle arrêterait, puis j'ai de la peine. Je me disais, moi, je serais, tu sais, c'est comme, je m'arrangerais bien, là, tu sais. Ouais. Fait que ça, tout ce travail-là sur soi, tout le travail sur soi, pour moi, c'est une responsabilité personnelle. C'est, je pense, le plus grand travail qu'un être humain a à faire dans la vie. Ce travail d'évolution personnelle-là. Il y a bien des approches. Je peux lire de tes choses. Linda, ma conjointe actuelle, est dans plein de formations de PNL, de kinésiologie holistique, d'hypnose. On jase, elle puis moi. On a des jeux de cartes, on pige. Fait, il n'y a pas de... Je pense que c'est l'intention
qui est plus importante que les moyens. Oui, oui, absolument. Puis tu sais, tu as parlé de Dieu. Il y en a pour qui c'est l'univers, il y en a pour qui c'est autre chose. Puis tu sais, c'est pas ça l'important de savoir qui est là ou peu importe quoi. C'est juste, selon moi, avoir la foi en quelque chose de plus grand que nous. Puis si les gens font pas ce développement-là, tu sais, puis moi, je suis plus en entrepreneuriat, je coach des entrepreneurs, mais quand les gens choisissent consciemment ou non de ne pas prendre la responsabilité, parce que moi aussi, je pense que c'est une responsabilité personnelle, quand les gens ne font pas ce choix-là, il se passe quoi? Tu sais, quand tu vas pas cheminer, découvrir qu'est-ce qu'il y a dans ton fort intérieur, découvrir t'es qui vraiment, puis c'est quoi ta grande puissance, il se passe quoi selon toi? Ben c'est drôle. Avec Anne-France, ma thérapeute, je me rappelle, quand on a commencé, j'avais 30 ans. Tu sais. Puis en cours de route, à un moment donné, ben, tu sais, les gens qui vivent pas leur crise de la trentaine puis qui l'approfondissent pas, continuent à avancer. À 40, il y en a une autre crise. À tous les dizaines, à peu près, il y en a une. Mais si tu les gères pas, si tu les regardes pas, c'est comme la petite boule de mousse qui devient une grosse roche. Tu sais, c'est comme, plus tu vas attendre, pire ça va être, plus la job va être grosse à faire. Je pense pas qu'on s'en sauve. Tu sais, qu'à un moment donné, et malheureusement, il y a des gens que ça va prendre la maladie, une maladie grave, qui vont être amenés sur le bord du gouffre pour dire, OK, j'ai peut-être besoin de regarder ça. Mais tu sais, encore là, tout seul, la vie est parfaite. Si tu l'as pas fait à 30 ou à 20 puis tu le fais à 60, ben, tu vas prendre un autre chemin. Mais personnellement, j'ai la croyance que tôt ou tard, tu vas avoir à le faire. Ouais. Puis si c'est pas dans cette vie-ci, ben, comme dans Mario Bros, tu vas revenir. Oui. Mais en fait, c'est exactement ce que je crois aussi, parce qu'il y a des gens qui ne font pas ce travail-là. Tu sais, je regarde, exemple, mon père, qui est un papa exceptionnel, un leader sans titre, dans le sens où est-ce que, tu sais, à son travail, il arrive à l'avance, c'est un gars d'équipe, il aime sa vie, il est full heureux, ses enfants sont heureux, lui est heureux, il a de l'argent, sa femme est là, comme, il a une belle vie, puis à toutes les fois qu'il entend mes conférences ou qu'il voit ce que je fais, tu sais, il repartage, mais il m'a déjà dit, mais moi, je suis heureux, tu sais, j'ai pas envie, moi, de faire des bootcamps puis de lire des livres. Puis une fois, j'ai donné un livre, il s'en allait à la chasse, j'ai mis ça dans son pick-up, tu sais. Puis écoute, à un moment donné, sa route, il m'appelle, il dit, là, tu penses-tu que je suis en dépression? Je suis comme, non, c'est juste un super bon livre que j'ai trouvé. Puis je me suis dit, de toute façon, tu reviens souvent pas d'orignal, fait que tu dois avoir le temps de lire pendant que tu es assis là-bas. Fait que je t'ai laissé ça, c'est pour te désennuyer. Puis il est comme, non, mais je vais bien. Tu sais, fait que pour un gars de construction, lui, il pense que quand ça va bien, il a pas besoin de faire de travail sur lui. Puis tu vois, je le souhaite pas, mais même s'il y avait un cancer, je suis pas sûre qu'il comprendrait ou qu'il sentirait le besoin de faire un cheminement personnel. Et je crois que c'est correct parce qu'il y en a que dans cette vie-là, peut-être que c'est pas leur quête, tu sais. Mais et faire un cheminement personnel, il y en a qui vont être plus publics, selon moi, qui sont des agents de changement, qui ont de l'impact, peut-être sur un homme comme ton père, qui ne le dira pas, mais que dans son pick-up, pendant qu'il fait 3 heures de route pour se rendre au camp de pêche ou de camp de chasse, ben il se passe de quoi? Moi, mon père, excellent point, j'y ai donné, pour que j'ai pu faire ma première accolade à mon père, il était en contention d'une chaise roulante. Puis, tu sais, il pourra pas se reculer. Il est attaché dans sa chaise. J'ai pu lui donner ça. Tu sais, j'ai dit, moi, je t'aime. Quand je suis arrivé à dire à mon père, je t'aime. Ben, moi aussi. Un jour, il m'a dit, moi aussi, je t'aime. Il a rajouté le je t'aime. Fait que je pense que ce chemin, le chemin d'évolution de chacun, je pense que tout le monde en fait. Il y en a qui sont plus actifs, il y en a qui sont plus publics, il y en a qui sont plus pudiques sur le sujet, mais je pense pas qu'il y a pas de gens qui ont pas des... Tu sais, ne serait-ce que de penser à la mort, là, tu sais, c'est comme... Je sais pas ce qui se passe dans la tête de l'autre, qu'est-ce qui se passe dans son cœur, mais peut-être qu'il est effrayé, puis qu'il jongle avec ça, puis ça le garde éveillé à 2 heures du matin, mais il en parle pas. Ou elle n'en parle pas, parce que c'est pas donné au féminin nécessairement. Là, non, pas du tout. Puis en fait, je suis vraiment d'accord, j'avais pas vu ça sous ce point-là. Puis de ton côté, tu sais, ta conjointe est aussi dans le développement personnel, tout ça. Qu'est-ce que tu vois comme différence homme-femme? Parce qu'un homme qui dit à son père « je t'aime », que le papa qui a 20, 30, 40 ans de plus, qui a jamais, lui, appris à dire « je t'aime », ou du moins à être ouvert à faire ça. C'est quoi la différence, selon toi, les hommes, les femmes, dans le cheminement personnel, dans l'ouverture à dire « je t'aime », à ressentir les émotions, tout ça? Parce que les hommes se sont longtemps fait dire « pleure pas », tu vas avoir l'air d'une fille si tu fais ça. Tout ça, c'est quoi l'ouverture là-dedans que tu vois? On dirait ce qui manque, là, c'est plus de regarder la génération
qui me suit, les générations qui me suivent, je suis impressionné de voir les hommes, la transformation qu'il y a eu dans leur capacité à dire, à nommer. Je pense que le féminin, moi j'aime mieux parler du féminin puis du masculin. Le féminin fait des pas vers le masculin, fait que les femmes arrivent à prendre leur masculin, le mettre au service de leur féminité, puis les gars explorent, découvrent gauchement, des fois, en silence, le chemin vers mon monde des émotions, mon monde intérieur, tout ça. Il y a 30 quelques années, avec un de mes chums, Martin, on a fait plein d'ateliers, dont l'atelier qui s'appelle aujourd'hui Nos Racines, avec les hommes de cœur. Puis à un moment donné, on est allé dîner après, centre-ville de Montréal, on était à Tour CIBC, on est dans le lobby, il est 1h15, fait que tout le monde en revient, puis nous autres, on s'est donné une accolade dans le milieu de la Tour CIBC. Puis tous les deux, on a eu le réflexe de regarder à gauche, à droite, on va passer pourquoi. Oui. Aujourd'hui, tous mes chums, là, on se donne des accolades. Moi, j'écris à mes chums le matin, ils me disent « Hey, je t'aime, love you, buddy », tu sais, puis c'est le love you, buddy, le je t'aime avec le cœur rouge, tu sais, c'est... Mais je pense qu'il y a de plus en plus d'hommes qui s'abreuvent à ça, qui ont faim de ça, puis qui découvrent comment, hey boy, c'est bon. Ben, tu sais, ensuite, partage d'huile, tu sais. Il y a d'autres hommes qui le deviennent aussi. Oui. Même titre que je regarde la communauté féminine, tu sais, comment le Old Boy Network, tu sais, de femmes, vous tenez, vous êtes inspirantes à garder aller, puis vous faites les choses différemment de nous, les hommes, mais je pense que nous, on commence à faire les choses différemment, les gars, de vous, mais dans le cœur. Oui, absolument. Oui, puis c'est beau en plus, parce qu'avec les générations, tu sais, les femmes, pendant un temps, ont milité pour avoir les mêmes droits que les hommes, puis vouloir être comme un homme. Puis je pense que dans l'énergie féminine, l'énergie masculine, la femme commence à comprendre que l'énergie féminine, c'est bien aussi. Parce qu'une femme comme moi, qui a beaucoup d'énergie masculine, pendant longtemps, moi, j'ai cru qu'être une femme, c'est faible. Parce que là, je pleure, puis là, j'ai des émotions, puis là, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, tous les enjeux de femmes, puis tout ça. Fait que dans ma tête d'entrepreneur, quand j'ai commencé à 18 ans, c'est comme... Si je vais du côté masculin, ça fait plus de sens parce que là, je déconnecte complètement mes émotions. Fait que là, je vais être capable de survivre au monde entrepreneurial. Puis comme il y avait beaucoup d'hommes avec les cheveux gris, veston, cravate, moi, j'ai 18 ans, je suis comme, je pense que je fit pas ici. Donc, m'en aller de ce côté-là, c'était beaucoup plus facile pour moi d'avancer. Mais il reste qu'à un moment donné, je me suis retrouvée avec un mur de, je pense pas que c'est moi ça. Alors, t'es pas cohérente avec... Exact. Fondamentalement. Exact. Fait que je reste avec beaucoup d'énergie masculine, mais c'est beaucoup plus facile maintenant d'attirer des gens de cœur puis des gens avec qui j'ai vraiment envie de travailler, collaborer puis passer du bon temps puis vivre des expériences parce que je me suis ouvert à qui je suis fondamentalement. Et je pense que c'est la même chose pour les hommes. Je pense qu'ils commencent à avoir une autorisation t'es pas obligé d'être complètement fermé puis d'être sec puis d'être droit. T'as le droit de vouloir moins travailler pour passer du temps avec ta famille. T'as le droit de vouloir être qui tu es vraiment. Et ça, je pense... Dans l'évolution, chaque pôle amène sa contribution. Ben, les femmes qui ont accepté dans le monde professionnel, dans le monde des affaires, d'amener avec elles leur féminité, amener ces valeurs-là, puis monter dans les organisations, ben, je pense que ça inspire, ça fait comme des hommes dire « caliboire », mais tu sais, moi, je trouvais ça plate quand les femmes s'amenaient dans les organisations en essayant d'être des hommes. Exact. Non, on n'a pas besoin d'autres hommes, on a besoin d'une autre énergie. Puis quand on parle de parité, les deux pôles sont importants pour faire des entreprises saines, des milieux de travail sains, des organismes sains. Tu sais, il y a le jour, il y a la nuit, il y a le soleil, il y a la lune, il y a les hommes, il y a les femmes. Ben, pourquoi on se priverait de ça dans nos organisations? Pourquoi moi, je priverais mon organisation de mon côté féminin? Oui. Je te l'ai dit tantôt, j'ai pas vraiment de pudeur. Fait que moi, mettre des choses sur la table, t'as un client qui me demande comment tu vas à matin. La plupart du temps, je vais dire merveilleusement bien, mais des fois, je vais sentir, tu veux-tu vraiment savoir comment je vais à matin? Ferme la porte du bureau, puis je vais le dire. Tu sais. Puis ça m'a amené des confidences des gens, dire, OK, moi aussi, j'ai besoin de te parler. On est des agents de changement avec qui on est. Puis je pense que t'en es une, j'en suis un. C'est nécessaire dans nos organisations, dans nos sociétés. Tu sais, je peux pas faire beaucoup de choses pour l'Ukraine, pour ce qui se passe en Israël, mais je peux faire de quoi sur mon proche de moi, là, dans, tu sais, la paix, l'amour proche va avoir de l'impact sur moyen terme.
Oui, puis je suis contente de voir ça parce que, tu sais, sans rien enlever aux femmes, il y a beaucoup de femmes qui sont agents de changement en ce moment puis qui se lèvent pour parler de l'importance d'eux, mais il n'y a pas beaucoup d'hommes qui le font publiquement parce que je pense que ça reste un terrain glissant sur la réputation, puis je trouve ça beau quand un homme se lève pour dire, tu sais quoi, je vais pas bien en ce moment, ça c'est difficile, je vis ça, puis que les autres, ils ont l'autorisation de faire comme, ah ben oui, ah ben si toi t'en parles de bord, moi aussi j'ai le droit. Je pense que ça prend ça. Et je te dirais, je trouve ça intéressant ce que tu apportes. C'est, moi, ça fait, je sais pas, là, une dizaine d'années que, appelons-le comme ça, un genre de mantra qui est aller à la rencontre de Marcel et avoir le courage de le suivre pour vivre ma vie dans la pleine expression, dans l'amour, dans la liberté, dans le plaisir et dans la contribution. Ça demande du courage aux gens de dire, je vais aller, mettons, à contre-courant. Je vais me montrer publiquement. Je vais me montrer dans ce qu'on n'a pas l'habitude de se montrer. Mais ça, moi, je trouve que ça donne un sens à la vie. Tu sais, je suis pas juste là à propos de « OK, on a une business, on fait de l'argent, on perd de l'argent, on a des hauts, on a des bas. » C'est quoi la trame de fond de nos vies? Ah, vraiment, vraiment. Puis tu parles de courage. Tu as parlé de sortir de la boîte avec la créativité, avec l'entrepreneuriat. Là, tu parles du courage de suivre qui tu es vraiment, suivre ta voie et tout ça. Comment est-ce qu'on devient courageux? Parce qu'il y a plein de gens qui pourraient ou qui voudraient suivre cette quête-là, mais qui le font pas en ce moment. Je parle souvent de courage. Là, tu viens de parler de courage. Qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce qui est différent de toi que les autres ont pas, font pas? Quel chemin est-ce que tu as pris? Qu'est-ce qui fait que tu as le courage et que tu choisis de suivre ça? Excellente question. Instinctivement, ce que je répondrais, c'est pour avoir du courage, j'ai eu besoin de m'entourer. M'entourer d'hommes et de femmes que, mon Dieu, ça me fait monter de l'émotion, que je sais que si je me plante, si ça revire mal parce que je suis sorti de ma zone de confort, il va y avoir des gens qui vont être là pour dire « T'es correct au bain, je t'aime pareil au bain ». Moi, je pense que s'entourer, se créer un réseau de soutien, je suis allé à Disney le printemps passé, je suis allé, moi, à 12 ans, mon père était malade, fait que j'avais pas fait grand-chose. Je suis allé avec mes deux nièces, la famille de ma défunte épouse, puis je suis allé dans un manège. Moi, je suis pas un gars à manège, mais ce qui m'a donné le courage d'y aller, c'est la force du groupe, tu sais. J'ai tripé et ça a été, il y a un avant Disney puis un après Disney pour mon courage. Okay. Fait que, tu sais, comment je vais me mettre dans des situations, mais tout seul, tu sais, aller, je sais pas, sauter en bungee tout seul de ta plateforme avec personne, c'est comme, je sais pas, j'ai jamais sauté en bungee, mais c'est comme, mais s'il y a une gang avec toi, pour moi, là, c'est ma première réponse qui viendrait. Le reste, je pense, c'est mes pratiques spirituelles. Pas encore là, c'est pas être tout seul. Je le sais qu'il y a plus grand que moi. Moi, je l'appelle Dieu parce que je suis pas pratiquant, mais c'est le nom qu'on lui a donné quand j'étais jeune. C'est plus facile. Je l'appelle la vie, je l'appelle la source, l'univers, mais Dieu. Je suis pas tout seul. Jamais, tu sais, je te le disais dans le livre, Dieu et moi sommes majoritaires, car qui oserait se mettre contre Dieu? Ouais. Fait que je suis pas tout seul. Ouais. C'est très beau. Merci. Plaisir. Tu portes un bracelet? Tu l'as nommé tantôt? J'en ai deux, ouais. Un qui dit « Tout sert, la vie est parfaite ». Je l'ai nommé tantôt. Quand je faisais juste dire, il y a 30-35 ans, avec mon ami André, mon ami Michel, « La vie est parfaite », ça faisait réagir les gens. Ouais, la vie est parfaite. Elle n'est pas si parfaite que ça, mais tout sert. J'ai rajouté ça. Puis l'autre bracelet que je porte, c'est « Larguer les amarres et vivre »,« Break free and live ». Ben, c'est deux principes qui sont très intéressants. Je vais commencer avec le premier parce que, tu sais, tout est parfait. Tu sais, moi, je répète souvent, tout arrive pour une raison. Puis, tu sais, des fois, c'est un cadeau mal emballé, comme une dépression, perdre sa job, quelque chose. Puis, pour moi, c'est facile de parler de ça parce que je l'ai vécu, tu sais, de tout perdre, mon entreprise, le kit, de devoir tout me reconstruire. Ben, j'ai pu trouver qui est Fallon. Bon, ça reste une quête d'une vie, mais du moins, je suis beaucoup plus alignée que son recul de 10 ans. Mais il reste que quand quelqu'un me dit « Ouais, mais t'as pas eu le cancer. Ouais, mais ton enfant est pas décédé. Ouais, mais t'as pas perdu l'homme de ta vie. » Je suis comme, t'as raison. Puis pour vrai, moi, j'oserais jamais dire tout est parfait parce que je suis comme, la personne qui a perdu un enfant, tu sais, j'ai rien à rajouter là-dessus. Toi, tu l'as vécu avec ta avec conjointe. Lorraine, ma défunte. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu dis tout sert, tout est parfait? Oui, on apprend de ça, mais comme c'est quand même une période
ultra difficile. Ouais. Mais tu sais, quand on dit tout sert, la vie est parfaite, ça veut pas dire la vie est facile. Mm-hmm. Tu sais, Scott Peck, dans Le chemin le moins fréquenté, il commence son livre par La vie est dure. Oui. Bon. Fait que oui, c'est difficile. Quand j'accompagnais ma femme qui a été 5 ans avec le cancer, tu sais, elle disait, tu ne sais pas ce que je vis. C'est vrai, mais tu sais pas ce que je vis. Moi, tu sais, je suis celui que, tu sais, si ça ne revient pas bien, je suis celui qui va rester, là. Oui. Mais dans tout le parcours, qui je suis devenu pendant ces 5 ans-là? Qui je suis devenu après son départ? Comment, je suis pas gêné de le dire, tu sais, ça amène une autre liberté. C'est comme, et puis là, c'est comme, je suis libéré de mon engagement. Moi, c'était pour le meilleur et pour le pire. J'étais marié devant Dieu, devant les hommes. Libéré. J'étais allé explorer d'autres choses. Mais ça m'a donné un bagage extraordinaire pour la suite. Et je regarde mon chum André qui est en rémission du cancer de la gorge. On s'accompagne beaucoup au niveau spirituel. Puis il a écrit un livre, La vie est parfaite, le chemin de ma guérison. Puis il dit comment est-ce que son cancer de la gorge, lui a médité comme 20 heures sur 24. Puis à un moment donné, il avait la conviction, c'est correct, je suis guéri. Le reste, c'est juste le processus, mais lui, c'est tellement un gros cadeau. Ça m'a remis les yeux devant les trous. Ça m'a permis de dire, regarde donc, tu sais, j'ai regardé toute ma vie. Ça a été un regard extraordinaire. Ça l'a transformé. Et pour lui aussi, il dit, il y a le avant et après. Fait que chaque petit moment dans la vie, peut-être je vais comprendre demain, voilà à quoi ça sert. Ou je vais le comprendre dans 10 ans, ou je vais peut-être le comprendre sur mon lit de mort. Mais pour moi, c'est sûr. Et le bracelet, il me sert surtout quand, tu sais, je suis dedans, là, puis j'ai de la misère à prendre mon air, puis ça sent pas bon, tu sais. C'est juste me rappeler, dire, OK, c'est correct, c'est dur, là. Mais souviens-toi que tout à l'heure, tu vas en sortir, tu vas être ailleurs, puis tu vas dire, mon Dieu, une chance. Tu sais, j'ai fait faillite, moi aussi, à début trentaine. Tu sais, j'étais conférencier, motivateur, vous êtes riche de naissance avec Bob Proctor et compagnie. J'ai tout perdu. Ben oui, j'étais jeune et arrogant. Je savais rien. Je savais rien ou à peu près rien de la vie. Mais c'est une des plus belles expériences que j'ai eues. C'est une expérience d'humilité, une expérience de ramener le regard vers moi, puis de dire, OK, travaille, puis un jour, tu remonteras sur scène quand toi, tu auras de quoi dire qui t'appartient à toi. Peut-être inspiré de d'autres, mais fait que pour moi, c'est clair. Je ne saurais pas quoi répondre à un père ou une mère dont l'enfant décède à 6 mois. Tu sais, c'est personnel à chacun de voir... et qu'est-ce que je vais en faire de ce cadeau mal emballé-là? Tu sais, tu peux brailler dessus toute ta vie ou tu peux décider de dire, OK, qu'est-ce que j'apprends là-dedans? Qui je deviens comme être humain au travers de cette expérience-là? Puis ça va faire comme, regardons ça, je vais accompagner des gens. Regardons ça, je viens de trouver ma voie à moi, qui n'est pas avocat, qui n'est pas infirmière. C'est comme aller faire, tu sais, m'occuper des enfants malades au CHUM ou à Sainte-Justine. Tu sais. Oui, absolument. Absolument. Puis j'ai cette croyance-là depuis longtemps, mais tu sais, moi, je ne l'ai pas vécu, fait que je me prononce pratiquement jamais parce que je suis comme quelqu'un qui l'a vécu et comme, ben oui, c'est facile, toi, t'as 36 ans, la vie est belle, tout est parfait, c'est facile de dire ça. Mais il reste qu'à 20 ans, peut-être, j'ai fait un bootcamp à Vancouver, puis on était, dans le bois, tout ça, puis celui qui faisait l'animation des tambours, machin truc, de guidance vers l'intérieur de soi, il dit, moi, la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que mon fils s'est enlevé la vie à 18 ans, puis il dit, on n'a rien vu venir. Ma femme puis moi, on a fait, qu'est-ce qui s'est passé là? Puis il dit, ça a été une tragédie terrible. Puis il dit, là, j'avais 2 choix. M'enlever la vie à mon tour, parce que c'était tellement souffrant, vous avez aucune idée de ce que c'est. Ou faire quelque chose avec ça. Fait que, tu sais, c'est là que j'ai compris, la vie est injuste, effectivement. Mais il reste que qu'est-ce que tu vas faire avec ça, puis qui tu vas devenir grâce à ça. Fait que c'est pas, wow, une chance que mon enfant est décédé, au moins j'ai pu trouver ma voie, mais c'est parce que ça, c'est arrivé. Soit je péris ou soit je trouve une stratégie. Puis lui, ben maintenant, il guide ces gens-là. Fait que, tu sais, comme 20 ans plus tard, ben j'ai pas 40, là, mais comme 15 ans plus tard, je me rappelle encore des paroles, puis je me rappelle encore de son visage parce que ça m'a marqué. Pour moi qui n'ai pas vécu ça, j'ai compris qu'un humain qui vit des tragédies, quand j'accompagne quelqu'un qui vit ça, ben au lieu de moi me dire, ben écoute, il n'y a pas d'issue, je le sais, tu sais, faire confiance au processus. Puis, ben, des fois, le processus, il est chiant, mais il y a toujours quelque chose qui finit par sortir de tout ça. Puis, tu sais, le décès de son fils, 20 ans plus tard, ben combien il y a de personnes comme toi qui bénéficient par personne interposée du décès de son fils parce que lui a décidé d'en faire de quoi? Absolument. De le nommer,
Ouais. Puis toi, t'en sers, mais toi, tu m'en reparles, t'en parles à d'autres. Fait que c'est ce rayonnement, l'effet papillon. Oui. Moi, j'y crois. Fait que pour moi, c'est une conviction extrêmement profonde. Je n'en doute pas un once de ça, que tout ça, la vie est parfaite. Tellement. Puis parlons de l'effet papillon et du Break Free. Tu as dit que tu as déjà été conférencier. On a parlé un petit peu ensemble. Tu as dit que ça s'en venait bientôt, le Marcel qui allait retourner sur la conférence et tout ça. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi au niveau de vouloir rayonner puis partager ton expérience aussi? C'est vraiment, tu sais, en affaires, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des tempêtes parfaites, tout ça. J'ai vécu dans les 2 dernières années des tempêtes parfaites. Puis ça m'a ramené, je disais tantôt, dans tout mon chemin de la spiritualité, puis de dire, OK, j'ai 64 ans, j'ai encore le goût d'être actif en affaires. Mais là, ça fait comme combien de temps tu vas procrastiner parce que tu te penses pas assez, parce que t'as peur de te replanter, t'as peur de faire rire de toi, t'as peur de pas être assez, tu sais. Oui. Fait que c'est correct. Moi, j'ai pris ce dragon-là de la procrastination, je l'ai pris de front, là, tu sais. Je suis en train de le dompter. J'ai commencé à écrire, j'ai commencé à ramasser mes notes que j'ai déparpillées un peu partout. Puis ça m'allume, dire, OK, larguer les amarres, là, c'est comme dans la vie, pour vivre la vie que tu as envie de vivre, il faut que tu laisses de quoi en arrière. Puis j'ai pas le goût de redevenir un conférencier sur, tu sais, le succès go, go, go. J'ai ça dans mes fibres, mais j'ai vraiment envie qu'il y ait du sens. Puis que c'est pas juste à propos de faire de l'argent ou de réussir en affaires, mais réussir ta vie plutôt que dans la vie. C'est dans larguer les amarres et vivre. Bon, OK, c'est ça. Tu vas faire le deuil de quoi? Tu vas couper quoi? Pour vivre la vie que tu as envie de vivre dans la pleine expression, dans la liberté, dans le plaisir, dans la contribution, dans l'amour. Qu'est-ce que tu as laissé derrière? Puis je commence à avoir des pistes d'exercice. Ça va être une conférence, ça va être une formation, ça va être un mélange des deux. Mais je me dis, j'ai des talents. La vie m'a donné des talents. La vie m'a permis de vivre plein d'expériences. J'ai un bon talent de faire des images fortes, de vulgariser les propos, de mettre des mots. J'ai jamais entendu de même. Qui suis-je pour priver les gens de ce que je pourrais contribuer? Ce serait en égoïste. Toute humilité. Ça serait égoïste. Puis je le dis en toute humilité. Je dis pas, c'est pas l'arrogance de mes 28 ans, c'est l'humilité de mes 64 ans. Malgré que j'ai encore un bout d'égo, là. C'est tout petit. Qui nous sert quand même. Oui, c'est ça. Il veille à ma survie, mon égo. Absolument. Puis je suis curieuse, toi, tu as besoin de laisser quoi derrière pour te rendre conférencier? Ce que je nommais tantôt, la peur d'être jugé, la peur de dire c'est un has-been. C'est plus de même aujourd'hui, c'est plus ça les propos. Fait que, plein de jugements, plein d'introjections que j'écris, que je regarde, mais peur d'être devant une salle vide. Peur de me planter devant tout le monde. Fait que pour moi, c'est relié beaucoup à des peurs qui sont encore là. Il y a des choses que quand j'étais conférencier, tu te dis, OK, je débarque, j'ai tout perdu. Et moi, ce que j'ai vendu, c'est le succès, tout ça. Ça laisse des traces. Oui. Ça laisse des traces. Ouais. Mais quand tout sert, la vie est parfaite, ça fait comme, OK, vas-y avec humilité. Oui. C'est moi, qu'est-ce que j'ai à dire en toute humilité, en toute simplicité. Pas à... je suis inspiré par plein de grands bonhommes, grandes bonnes femmes. C'est John P. Strelitzky, moi, m'inspire. Robbins, Scott Peck, que je nommais tantôt. Je veux pas être ni l'un ni l'autre. Je veux être Marcel Aubin, mais inspiré par ces sages-là. Absolument. Puis, de tout ton parcours, c'est quoi les plus grands changements? Parce que là, les générations avancent, puis tout le kit. Puis, tu sais, avant, je pense qu'il y avait plus d'énergie masculine, de go, 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 le succès, tout ça. Le succès est encore important. Moi aussi, j'ai de l'ego, puis j'ai envie d'avoir du succès, que ma vie soit un succès et moi d'être un succès. Mais je pense que le go, go, go pousse la machine, c'est un peu moins attirant maintenant parce que je pense que toute la vie s'en va vers un peu plus de féminin, un peu plus d'équilibre et tout ça. Puis, qu'est-ce que toi, tu as vu comme plus grand changement dans les dernières années, dans ton histoire à toi, dans ce que tu peux donner comme conférence plus tard et tout ça, dans ton équipe? Qu'est-ce qui a le plus changé dans l'énergie des gens? Je pense que c'est l'humain a beaucoup plus de place qu'avant. Je trouve que l'humain est beaucoup plus défendu qu'avant. Il est plus permis.
Mm. Tu sais, tantôt, je te disais, il y a une vague d'émotions. Il y en a d'autres, là. Puis, Ouais. tu sais, il me semble qu'il y a 10 ou 15 ou 20 ans, ça aurait... Mais là, c'est juste de nommer, OK, il y a une émotion. Des fois, je prends une pause dans la vie, je dis, hey boy, j'ai pas vu venir ça. Il y a ça. Pour moi, ça, c'est un genre de miracle qu'on puisse aller vers... Je suis un être humain avec mes joies, mes peines, mes moments de doute, puis ça puisse être là, que ça serve... Tu sais, comme je disais tantôt, ben, plus on va être à se le permettre, plus on va transformer. Pour moi, là, le plus gros changement, c'est la place qu'on donne à l'humain de plus en plus. À des facettes de l'humain qui publiquement n'étaient pas acceptées ou bien vues. Ouais. Puis je te le dis d'un point de vue masculin. Ouais. Je te renverrai la question d'un point de vue féminin, qu'est-ce qui a le plus changé? Ben, si je répondais d'un coin de vue, je pense que la place que les hommes... Il y a un chemin qui se fait pour les hommes, de dire, hey, le féminin, c'est important. Là. Oui, absolument. Absolument. Il y a une acceptation, une ouverture. Absolument. Mais je pense que les hommes commencent à voir que la puissance féminine, elle est très, très forte et complètement différente. Puis que la femme peut comprendre aussi que c'est complètement différent. Fait que c'est plus, comme on disait tantôt, d'essayer d'être un homme à travers un monde d'hommes ou le monde des affaires. C'est emmener notre puissance féminine qui est beaucoup l'intuition, tu sais, puis d'emmener ça dans le monde masculin. Puis de dire, toi aussi, t'en as comme accepte ça. Fait que, tu sais, de dire à l'homme, t'as de l'énergie féminine. Tu sais, tantôt, t'as dit, je laisse mon féminin, mais la plupart des hommes de 64 ans vont pas parler de leur énergie féminine. Ils disent, ouais, on n'a pas de féminin dans moi. Fait que, tu sais, je pense que ce chemin-là, il est vraiment, vraiment intéressant. Puis qu'est-ce que tu vois avec la nouvelle génération qui, eux, sont plus moment de qualité, famille. J'ai pas envie de travailler 70 heures par semaine pour que dans 30 ans, tu me donnes une montre pour me dire bravo d'avoir gaspillé ta vie chez nous pour remplir mes poches à moi. Tu sais, moi, je trouve ça magnifique ce qui se passe avec la nouvelle génération. Mais les gens tu sais, les baby boomers qui voient ça sont pas travaillants, ils veulent pas faire des fins de semaine, ils veulent pas travailler fort et tout ça. Qu'est-ce que toi, tu perçois? Ben, ça me confronte des fois. Tu sais, c'est comme c'est un défi. OK, il y a de l'ouvrage à sortir. T'es où en fin de semaine? Je suis pas là. Je veux pas. OK, je vais te donner 1 heure de plus à soir, mais je travaillerai pas toute la veillée. Des fois, ça me confronte. Mais je vais me permettre l'expression en anglais, le stand qui prend la position ferme, claire, ultimement, à répétition, je la trouve inspirante. Ouais. Elle fait partie du changement, de contribuer à changer. Tu sais, à un moment donné, je dirais, je ne saurais pas comment dire en français, mais if you can beat them, join them. Mm-hmm. OK, est-ce que moi, puis je travaille beaucoup moins qu'avant, pas parce que j'ai 64 ans nécessairement, pas parce que j'ai les moyens de moins travailler, parce que je me dis, ben oui, OK, je suis fatigué, puis moi aussi j'ai une vie, puis j'ai envie d'être avec ma blonde, puis j'ai envie de profiter de la vie, puis ils m'apprennent. Tu sais, ma mère, ma sage mère, tu sais, qui est comme... Vraiment, ça a été une de mes inspirations. Là. Elle disait, tu sais, c'est pas aux jeunes de s'adapter aux vieux, c'est aux vieux de s'adapter aux jeunes. Mm. C'est le futur. Puis ma mère, évidemment, elle aurait 101 ans, 102 ans. Puis tu sais, ma mère, ça a été un modèle en société. Ma mère a fait son noviciat chez les sœurs. Les sœurs, ils ont dit, t'es pas faite pour être une bonne sœur, va de par le monde, va te trouver un mari pour faire des enfants, mais t'es allée de par le monde, elle a travaillé, elle est rentrée dans la police. Première policière en 1947. Wow. Elle a rencontré mon père, elle l'a rentré dans la police. Ça a donné moi. Tu sais, c'est... c'est de là que ça vient. Mon père est devenu policier. Tu sais, ma mère était un agent de changement aussi. Mais c'est ça, quand je dis, faire en sorte que le stand que tu prends vient influencer, c'est à moi de m'adapter aux jeunes. Tu sais. Moi, je suis encore une partie du futur, mais le futur, c'est toi, c'est les générations qui te suivent. Ouais. Mais c'est tough quand même en tant qu'employeur, justement, quand il y a de l'ouvrage à sortir, puis tout ça. Puis toi, tu as je veux dire, l'intelligence émotionnelle de voir, OK, j'ai quelque chose à apprendre de eux. Puis parce que si tu travaillais juste avec des gens comme toi, tu ferais encore tous les soirs, tous les week-ends. Puis je mets ma femme de côté parce qu'il faut travailler et tout ça. Fait que, tu sais, il y a un air de changement. Et toi, tu choisis d'adopter quand même le côté, je vais apprendre de eux. Mais c'est sûr que c'est confrontant. Fait que
qu'est-ce qui est le plus dur pour toi en tant qu'employeur de voir ça? Parce que toi, tu es capable de voir les deux côtés de la médaille, mais il y a quand même un côté de la médaille tough de recruter des employés, de bâtir une équipe avec des gens qui ont envie de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux, mais on peut pas toujours être dans la contribution puis toujours dans le « ouais, je comprends, t'as ça », tu sais. Comment on fait pour s'adapter aux plus jeunes qui ont un stand vraiment inspirant et en même temps, en tant qu'entrepreneur, nous, on a des livrables, tu sais. Je suis embêté parce que je regarde mon organisation. Tu sais, les gens sont avec moi depuis longtemps. Longtemps. Puis m'adapter, je pense que c'est prendre le discours, prendre qui je suis avec mes valeurs, puis que mes bottines suivent mes babines la plupart du temps. Puis on en fait de l'overtime des fois, il y a un quoi donné, mais on dirait que je suis pas confronté à ça, tu sais, en termes de recrutement. Peut-être des gens, mettons, dans les usines ou peut-être dans d'autres milieux, je l'entends. Tu sais, un fournisseur qui me disait ce matin, quand il boit avec les jeunes, pas facile. Non, c'est pas vrai, c'est pas avec les jeunes. Peut-être que tu as besoin d'ajuster tes promesses. Oui. Tu sais, c'est comme, si tu continues à promettre aux gens que tu vas l'avoir pour hier, mais que tu n'as pas ce qu'il faut pour le livrer pour hier, ben commence-nous à dire que tu vas l'avoir la semaine prochaine. Ça, c'est une chose que moi, j'ai ajustée. Tu sais, ça me fait réaliser qu'avant, moi, les gens appelaient, hey, c'est un rush. Posez pas la question, c'est quoi un rush? Tu sais, comme tu appelles les pompiers, ils vont te demander si c'est un feu de poubelle ou c'est le 12 logements qui est en train de passer au feu. On n'enverra pas les mêmes effectifs. Ouais. Ben, tu sais, non, moi, si tu me donnes ça dans 3 semaines, c'est correct. C'est pas un rush, là. C'est comme... Fait que, il y a cet ajustement-là comme employeur, comme vendeur, comme entrepreneur, de dire, OK, qu'est-ce que je vais promettre, moi? Puis ce que je promets, je suis capable de le livrer. Est-ce que les promesses d'hier sont encore viables aujourd'hui? Pour moi, ça, c'est là où j'ai à m'adapter. Mais dans d'autres milieux, je suis un peu embêté de dire, je ne saurais pas quoi répondre de plus. OK. Puis est-ce que tu dirais que le leadership vient faire un impact encore plus important qu'avant? Je pense que le leadership, il est différent, mais il a toujours été important. Oui. Puis moi, je pense pas que tu deviens, en tout cas, ma croyance profonde, tu te proclames pas leader. C'est la communauté qui choisit de te faire de toi son leader. T'sais, toi, je vais te suivre. Toi, je vais te suivre. Ouais. Tu peux pas dire « suivez-moi ». Excusez, mais on coupera ça. Oui, ou pas. Mais tu vois, moi, j'ai la croyance que oui, c'était important avant aussi, mais je crois que le leader de l'entreprise, ou en tout cas, du moins le fondateur ou la personne qui s'occupe des employés, plus cette personne-là décide de faire son propre cheminement personnel pour que les bottines suivent les babines, que plus les jeunes vont pouvoir nous faire confiance. C'est parce que moi, je coach beaucoup de femmes d'affaires de haut niveau qui sont dans le développement personnel parce que je les coach. Donc, puis ils choisissent d'aller vers leur énergie féminine, de parler un peu plus de qui ils sont, puis leur propre vérité et tout ça. Et ils ont beaucoup moins de difficultés avec les employés que plein d'autres gens avec qui je parle parce que la vérité, elle est là. L'authenticité, elle est là et la vulnérabilité, elle est acceptée. Puis pour moi, ça, c'est du bon leadership. Il y a plein d'autres stratégies de leadership, mais je pense que ça, c'est de plus en plus important. On parlait du côté humain. Je pense que ça, c'est de plus en plus important. Tu sais, oui, des fois, ils disent ça prend des beanbags, ça prend des Skittles, puis tout ça. Puis je suis comme, oui, là, mais comme, c'est plus que ça, là, tu sais. C'est ça, je pense que les jeunes, puis c'est admirable, veulent, moi, je dis les jeunes parce que j'entre les deux, tu sais, fait que je sais pas, je suis où. Mais en tout cas, t'es encore d'un jeune. T'es encore d'un jeune. mais je pense que le fait de vouloir faire partie de quelque chose de plus grand que nous est important. Puis quand les leaders vont dire, hey, tu sais quoi, ben on va faire différent, justement, peut-être changer les livrables, mais aussi s'adapter à tout ce qui est là en ce moment, c'est encore mieux, tu sais, parce que les gens qui tombent au combat de cancer puis tout ça à cause qu'ils ont trop travaillé ou à cause qu'ils n'ont jamais écouté leur propre vérité. Tu sais, moi, maintenant, j'entends mes propriétaires d'entreprise qui disent, ben tu sais quoi, moi, j'emmène mon monde où est-ce qu'ils doivent aller. Puis si un jour, grâce à tout ce que je leur ai donné, ils veulent partir leur propre entreprise, on va les accompagner là-dedans. Puis je suis comme, wow, ça, c'est beau, tu sais. Fait que... Ça, je trouve ça génial. Et là, tu as le goût d'être dans une organisation comme ça. Pour moi, c'est clair. Tu sais, si je regarde d'un point de vue masculin, je pense que les hommes ont encore intérêt à faire le travail sur eux. Oui. Moi, chez nous, tout le monde a pleuré dans mon bureau, tu sais, puis tout le monde m'a vu rire, tout le monde m'a vu pleurer, tout le monde m'a vu décourager, tout le monde m'a vu crinquer complètement, tu sais, mais ça, ben, plus il y a d'hommes qui vont le faire, tu sais, la confiance, ça s'établit comment? Dire, OK, lui, il se permet ça. Ça veut dire que je peux au moins aller là, moi, comme employé ou comme collaborateur. Ouais.
C'est comme, j'irai peut-être pas plus loin que lui, mais je peux au moins aller là. Je peux être moi-même, homme, femme, puis dire, ben moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, ça me fait vivre ceci. Parce que ça crée un espace. Fait que je pense que les leaders ont besoin de créer l'espace pour que l'équipe puisse être. Tellement. Puis quand tu es, ben tu te mets à faire. Tellement. Et ça, c'était bon, garder ça au montage. Magnifique. J'ai adoré ça. Magnifique. Vraiment. Ouais, tant mieux. Vraiment. Puis, mais comment tu fais pour faire la part des choses entre... Tu sais, moi, je connais le pouvoir de la vulnérabilité, mais je suis pas un homme d'affaires qui a une grande équipe. Comment est-ce que tu fais pour garder la part des choses de je suis vrai, je suis vulnérable, je pleure devant mes employés, puis je suis découragée devant mes employés, et garder le momentum, la motivation des employés? J'y arrive pas toujours. Des fois, les employés sont démotivés. Ça fait partie de la vie. Des fois, je le suis, démotivé. Je te dirais que, on dirait, j'en prends pas la responsabilité. La vie s'en charge. C'est plus dans... Moi, ma job, c'est être. Être, je disais tantôt, le plus dans la pleine expression, le plus dans mon chemin de vie à moi. Ça se peut qu'il y a des gens qui collent plus à un moment donné, puis qu'ils vont aller ailleurs. Puis il y a des gens qui sont plus chez nous parce qu'ils sont allés vivre d'autres affaires, qu'on a pleuré ensemble. Bon, on est encore en contact. Pour mes 29 ans de service chez Tatum, il y a plein de monde qui m'ont écrit en disant « Wow, mais tu sais, tu as réussi à créer une famille. » Ils m'ont encore en contact. Les employés qui sont perdus depuis 6, 7, 8 ans, je les suis dans Instagram, je les supporte. Je dis « Wow, c'est trippant ton affaire. » Fait que c'est important qu'ils soient dans mon équipe ou qu'ils soient là où ils sont heureux. Ça marche, là, mes affaires. Puis... Ben oui. Parce que l'effet papillon que tu parlais tantôt est encore là, parce que tu as eu un impact sur eux qui leur a permis d'avancer, qui leur a permis de faire de l'impact ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. On a souvent dit, on est un club de la Ligue de hockey junior majeur. Nous autres, on était un club école. Puis ils vont ailleurs après. Puis il y a des valeurs sur la rigueur, la complicité, ta parole. Bon, moi, j'ai pu livrer ça. Il y a bien des choses que j'ai pas livrées, mais ça fait partie des choses que j'ai livrées. Et l'humanité. Oui, tellement, tellement. Bravo de faire ça. Je trouve ça tellement inspirant de voir quand les hommes parlent de ça. Je trouve ça vraiment beau. Puis il y en a beaucoup plus d'hommes qu'on pense qui sont ça. Mais qui sont c'est peut-être pas... ils viendront peut-être pas le dire dans un podcast, mais ils vont être efficaces. Moi, j'aime les gens qui sont sur le terrain. Ouais. C'est correct. Moi, j'ai des talents pour être aussi ailleurs, mais pour moi, c'est sur le terrain que ça se passe. Puis il y en a des gens, je vais dîner avec des gens d'un service financier, tout ça, puis on se parle à cœur ouvert, puis tu sais, comment ils vont prendre un ou une employée sous leur aile, puis ils vont soutenir, mais tu sais, c'est discret. La plupart des gens, de toute façon, il y a une humilité quand tu embarques dans ce chemin-là. Oui, absolument. Je pense que ça évolue de plus en plus, puis je trouve ça beau. Absolument. Je pense qu'on en a besoin. Je te laisse piger une carte du jeu québécois de la compagnie Ubu. Ubu. Puis il va falloir que je parle sur la carte. Oui, il y a des chances. Il va falloir. Oui. Alors, je vais avoir le plaisir de parler sur la carte. Idéalement. La vie est tellement parfaite. Je l'ai dans les dents. Qu'est-ce qui vous empêche d'être pleinement vous-même? C'est bien fait, la vie. Je disais tantôt, larguer les amarres et vivre. Qu'est-ce qui m'empêche? C'est les peurs. Encore trop de stock dans mon pack-sac qui vient de mon passé sur cette terre ou peut-être des 22 voyages avant. Là. Sincèrement, c'est la peur. Puis tantôt, je parlais de courage. Est-ce que je dis peur, manque de courage? Oui, c'est deux choses qui vont ensemble. Mais j'ai encore du temps. Je n'ai que 64 ans pour être arrivé à la fin de mes jours sur mon lit de mort, dire « OK, j'ai réussi à vider cette petite place-là dans de moi de... » Ça, c'est Marcel Aubin. Ça, c'est Marcel Aubin. Regardons ça, il n'y a plus rien dans la petite boîte à exprimer. Tout a été exprimé. C'est comme une utopie, mais c'est après ça que je cours dans la vie, être pleinement exprimé jusqu'au bout, qu'on peut se dire, OK, on vire la canne, puis il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il a tout exprimé, lui. Ouais. Mais c'est quoi? C'est la peur, c'est l'ignorance, je ne sais pas comment.
comment on fait ça? Je veux bien, là, mais je sais pas comment. Quelqu'un qui peut me le montrer. Ouais, il y a de ça aussi. Je veux pas juste me taper, il y a la peur, puis que je ne sais pas. Je ne sais pas comment exprimer telle chose. Je connais une bonne coach, si jamais. Ah oui? C'est bon. Puis des choses que je sais même pas qui sont à être exprimées encore. Exact. Mais ça, c'est dans la méditation, dans les temps d'arrêt. Regardons ça, ce qui montre. Waouh, ça serait trippant, ça. Ça, j'ai le goût de vivre ça. Puis, tu sais, je sais pas si je l'ai dit tantôt, mais il y a faire puis être. Moi, je suis bien plus appelé par, OK, les expériences. Je veux être ceci. Je veux expérimenter cela. Tu sais, la voiture, l'avoir, pas l'avoir. Tu sais, expérimenter la richesse, expérimenter la pauvreté. Écoute, c'est d'être dans la pleine expression. Là. C'est exprimer la grande, grande, grande abondance. C'est pas quelque chose que j'ai pas encore vécu, mais tu sais, j'aimerais ça. Il y a Ed Mylett dans son podcast qui dit « Moi, quand je vais mourir, je veux que quand on va me présenter la version de moi que j'aurais pu devenir si j'avais exprimé mon plein potentiel, ça soit mon jumeau. » Ben, écoute, Puis je trouve ça magnifique comme image parce que je suis comme effectivement, t'imagines, on te présente la personne que t'aurais pu devenir, t'es comme, wow, ça me ressemble même pas, tu sais. Fait que c'est beau de voir ça. Alors, le courage d'avancer malgré la peur, à quoi on s'attend pour les prochaines années avec Marcel Aubin? Le courage d'avancer malgré la peur, d'embarquer dans les manèges que je m'invente ou dans les manèges que la vie va me proposer. Les plus épeurants, les plus tripants. Mais c'est ça, la vie est un grand jeu, fait qu'embarquer dans les manèges malgré la peur. Très intéressant. Puis comment on fait pour, dans tout ça, garder la vie comme un jeu et non pas comme un il faut, comme la vie m'arrive à moi, pauvre de moi. Comment on fait pour garder ça comme un jeu? Je pense que c'est une pratique quotidienne. Quand j'étudiais chez Landmark Education, il y a de cela bien longtemps pour devenir forum leader, un des leaders disait, c'est un Italien de New York, il disait, le petit Tony, le matin à 5 ans, quand il descend pour aller déjeuner, il descend pas en disant faut encore j'aille jouer dans mon carré de sable à matin. T'sais. Lui, il a juste hâte de manger ses céréales puis aller jouer dans son carré de sable. Fait que je pense qu'il y a une image à entretenir. Ça s'entretient le jeu. Est-ce que je suis toujours dans l'envie de jouer? Est-ce que je suis toujours dans le plaisir? Non. Mais si je ne le pratique pas, si je l'entretiens pas, si je me ramène pas là, hey, là, je m'en vais travailler. C'est pas ça que j'en ai envie. Okay, comment je vais jouer? Fait que c'est je pense que dans notre société, il faut vraiment l'entretenir. C'est comme il faut mettre de l'eau dessus, puis un petit peu de fumier. Alors, en terminant, Marcel, où est-ce qu'on te suit pour voir toutes les belles aventures qui s'en viennent? Ben, présentement, la seule place, dans le fond, c'est de me suivre, c'est sur ma page personnelle sur Facebook, Marcel Aubin, A-U-B-I-N. C'est facile. Je mets là des choses personnelles, mais je m'en vais vers mettre des réflexions. Puis il va sûrement se créer un espace professionnel dans les prochains mois. Mais suivez-moi là, puis à un moment donné, je vais vous en envoyer à la bonne place. J'ai bien hâte de voir ça. Et en même temps, en ce moment, il y a Tatoum et il y a le showroom si on veut te voir en personne. Oui, tout à fait, en personne. Puis bon, ben, tu sais, c'est 2 places aussi où on peut nous suivre dans nos réalisations, dans nos folies. Puis absolument. Merci infiniment pour cette belle discussion. Ça a été un privilège d'être avec toi, Fallon, de te connaître davantage sous cet angle-là. Vraiment, beaucoup de plaisir, une belle heure de plaisir. Merci. Yes. Alors, une autre entrevue puissante, riche et inspirante. J'ai beaucoup aimé ce que Marcel a amené dans ses principes. D'ailleurs, les bracelets avec lesquels tu repars. J'ai aimé, entre autres, qu'est-ce qu'il a amené à propos du leadership, que c'est pas toi qui décides d'être un leader, mais que c'est la communauté qui fait de toi un leader. Mais pour ça, bien sûr, il faut quand même accéder à son propre leader à l'intérieur de soi. Puis ma question, c'est ça, en fait, pour toi. Qu'est-ce qui, selon toi, va permettre qu'on accède à nos propres forces de leader? Ben, c'est une bonne question, en fait, parce qu'il y a plein de formations sur le leadership, mais tu sais, pour moi, le leadership, c'est vraiment walk the talk. Puis pour être capable que les bottines suivent les babines, en fait, c'est l'auto-leadership.
Fait que l'exemple revient tout le temps au même sur quand je vais au gym, moi, je me suis conditionnée à toujours faire une push-up de plus, une répétition de plus. Et en fait, ça, ce que ça bâtit, c'est que je suis pas plus en forme que quelqu'un qui fait pas la push-up de plus. Ça fait en sorte que mon identité devient un propre leader pour moi-même. Parce que quand j'ai besoin, quand je fais une série normale, mettons, je fais 10 push-ups, ben, je suis capable de faire la 11e push-up. Mais devenir un excellent leader pour moi-même, c'est être capable, même quand ça va pas bien, même quand je suis fatiguée, même quand ça me tente pas, être capable de dire, Fallon, par amour pour toi, fais la push-up de plus. Et ça, dans mon identité, ça fait en sorte que je suis une bonne leader pour moi-même. Donc, je développe un potentiel de plein d'autres choses, mais surtout dans mon identité profonde, d'être un leader pour moi, donc de devenir un leader pour les autres. Mais effectivement, dans le monde des affaires, souvent, parce que tu es bon dans ton domaine, un jour, on te met leader d'une équipe, mais tu n'as jamais appris à te leader toi-même. Tu sais, tu as du talent en comptabilité, donc tout d'un coup, c'est toi qui deviens chef du département 2, mais ça veut pas dire ça veut pas dire que tu es un bon leader et où que les gens ont envie de te suivre. Fait que pour moi, ça crée une énergie de si dans mon identité, je suis mon propre leader, les gens vont avoir envie de me suivre. Fait que c'est vraiment l'auto-leadership. Mm-hmm. Puis, j'ai une deuxième question pour toi en lien avec ça aussi, justement, dans l'auto-leadership. En tant qu'entrepreneur, bien sûr, en tant qu'être humain, on vit des tragédies, on a des défis que la vie nous amène, bien sûr, parce que la vie est toujours bien faite, la vie est parfaite et tout sert. Puis justement, dans les événements, je vais dire, un peu plus challengeants, un peu plus graves, qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui permet justement d'adhérer à ce mantra-là que Marcel a mentionné de tout sert et la vie est parfaite au lieu de rester dans notre tragédie, de rester dans ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui va permettre qu'on adhère à ce mantra-là, selon toi? Son propre cheminement. Tu sais, parce que quand c'est une vraie tragédie, ben il y a toutes les étapes du deuil, il y a tout ça qu'il faut vivre. Puis je pense pas que quelqu'un, je l'ai jamais vécu, mais je pense pas que quelqu'un peut faire comme, hey, tu sais quoi, il est arrivé ça, mais tu sais, je comprends ce qui se passe. Il y a un processus à vivre, tu sais, pour être capable de se rendre là. Fait que je pense que c'est un choix. Pour avoir parlé avec beaucoup de gens qui en ont vécu des tragédies, je pense que c'est un choix à un moment donné de se dire, ben je vais vivre ce que j'ai à vivre et ensuite de ça, je vais prendre un chemin différent de juste me laisser tomber et de me donner la main moi-même puis de faire comme, bon, qu'est-ce que j'ai besoin pour que malgré que la vie est injuste puis qu'en ce moment, j'ai vécu ça, comment est-ce que je peux m'élever grâce à ça? Puis pas pour des plus hauts sommets de puissance, machin truc, mais juste pour au moins me sentir bien dans ce que je vis en ce moment puis dans ce qui est là, pour éventuellement que ça devienne quelque chose. Tu sais, ce que j'ai nommé tantôt, le gars que son fils s'est suicidé à 18 ans puis qui dit, à cause de ça, ben je suis rendu ici à vous enseigner le cheminement personnel, les tambours, la connexion à soi et tout ça. Mais tu sais, c'est pas une chance que j'ai vécu ça, c'est juste, ben c'est arrivé, puis je suis pas d'accord. Puis si c'était à recommencer, je garderais mon fils au lieu d'avoir cette nouvelle carrière-là puis cette nouvelle quête-là. Mais parce que c'est là, j'ai choisi autre chose. Fait que je pense qu'il y a un cheminement. Je pense qu'il y a des gens qui y vont pas. Je pense pas que c'est un choix conscient d'être pogné dans tout ça puis de continuer. Tu sais, j'ai déjà entendu quelqu'un dire, ouais, mais toi, tu comprends pas, tu sais, perdre son enfant, c'est comme ça, puis ça va toujours être une tragédie, puis pauvre de moi, je peux rien faire d'autre. Puis je suis comme, ben, la personne est prise là-dedans, puis tu sais, c'est correct, c'est ça qu'elle a à vivre. Mais il y a d'autres personnes qui décident, ils se relèvent pas plus facilement, ils ont pas. Je pense pas qu'ils ont plus d'aptitude que les autres. Je pense que c'est un choix différent de je me relève malgré tout. Puis tu sais, il y en a plein des histoires. Moi, j'en écoute plein des biographies puis tout ça, de qu'est-ce qui s'est passé dans ton histoire, tu sais, puis comment est-ce que tu as décidé de te relever, mais ça prend du courage, ça doit prendre un courage énorme de se choisir malgré tout, parce qu'il y a un peu de, voyons, tu devrais être triste, tu devrais être comme ça, tu devrais réagir comme ça, tu devrais être à terre, puis la personne, malgré tout, va quand même bien, mais je pense que c'est un choix que peut-être pas tout le monde est capable de faire, mais ceux et celles qui ont décidé de le faire, c'est un choix conscient de s'aimer assez pour avancer malgré la douleur, malgré la peine. Merci. Merci.